Sud Radio, l'œil de l'expert. Et on reçoit en cette journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Dans l'œil de l'expert, nous recevons, on est ravis, la journaliste Anne-Marie Rocco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous reçoit pour votre livre avec Patricia Chaplotte. Vous écrivez et vous avez fait donc des entretiens avec plusieurs femmes sur l'égalité homme-femme, une grande cause et après, aux éditions Erol. Vous êtes journaliste, je vous présente au magazine Challenge. Vous avez travaillé dans de nombreuses grandes rédactions nationales, mais vous êtes vraiment spécialisé sur les questions de genre. Ce livre, vous le voulez comme une forme de bilan de ces 5 dernières années, tout à fait, avec toutes ces femmes dans différentes thématiques. Depuis, il y a la guerre en Ukraine. La question de la femme aujourd'hui, est-ce que avec la crise du Covid, là c'est plus général la question que je vous pose, la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut craindre que toutes ces questions-là finalement reviennent au 2e ou 3e plan, ou au contraire il faut justement marquer encore plus une détermination sur les questions égalitaires? Il faut marquer sa détermination parce que le risque est réel, en effet. Dans le livre, on explique qu'effectivement, la situation des femmes a plutôt reculé pendant la crise du Covid. On sait tous pourquoi. Les femmes qui ont, les violences, le télétravail avec la charge des enfants, etc., etc. Donc, on est plutôt dans une situation de recul et on voit bien qu'en Ukraine, cette crise entraîne des femmes sur la route de l'exil puisque les hommes sont à l'armée, au combat. Et donc les femmes, les enfants s'exilent vers les pays voisins, subissent des violences aussi. Ça, j'ai entendu ça ce matin. Effectivement, les premiers constats alarmants de ce qui se passe souvent dans des guerres, dans des situations de ce type. Et donc, oui, la situation des femmes est menacée, menacée en permanence. Alors, cette journée permet de faire un état des lieux à chaque fois. On dit c'est trop peu, une seule journée à chaque fois, mais ça permet quand même de poser les choses et de se dire où est-ce qu'on en est réellement. Bon, l'égalité salariale, ça fait 30 ans qu'on essaye de faire avancer les choses. On n'y est toujours pas, par exemple, ça. On n'y est toujours pas. Puisque il y avait bilan du quinquennat Macron, c'est vrai qu'on a eu quelques lois, et notamment le dispositif de Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail à l'époque, et qui a imposé aux entreprises, pas forcément seulement les très grandes, maintenant on est descendu aux entreprises de plus de 50 salariés, donc des grosses PME, disons, de mesurer l'écart salarial entre les hommes et les femmes et bien sûr de le neutraliser, de le supprimer en un certain nombre d'années. Donc, oui, effectivement, on n'y est pas et oui, on essaye de faire quelque chose pour que ça avance quand même. Alors dans votre livre Égalité femmes-hommes, une grande cause et après aux éditions Erol, Anne-Marie Rocco, vous interviewez, on va dire des femmes d'influence, des femmes qui ont marqué l'actualité de ces 5 dernières années, Clémentine Autain, Édith Cresson, alors Anne-Marie Idrac, qui a été femme politique, dirigeante d'entreprise, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, il y a Sylvie Barman qui est ancienne ambassadrice, Laurence Descartes qui vient d'être nommée au Louvre, ou encore Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, ou encore Brigitte Henriquet qui est la présidente du CNOSF, on va dire l'organisation sportive française. Toutes ces femmes, est-ce qu'elles considèrent que ces 5 années ont été utiles, ou est-ce qu'aujourd'hui elles vous disent il y a encore vraiment un fossé encore trop de plafond de verre à percer ou à crever? Oui, alors il y a eu des avancées concrètes, comme je vous disais à l'instant, le dispositif Pénicaud. On peut citer aussi la loi Rixain qui a été votée juste avant Noël, donc qui va s'appliquer dans les années qui viennent. Donc ça, ce sont des avancées concrètes qui vont permettre de faire progresser, je pense, la situation des femmes, en particulier dans les entreprises. Mais évidemment, le fossé reste quand même encore énorme. Et effectivement, l'un des reproches qu'on peut faire à Emmanuel Macron et que font ses adversaires, c'est de dire que dans tout ça, il y a quand même beaucoup de communication et parfois pas suffisamment de fond.
Voilà, donc par exemple, dans la lutte contre les violences, beaucoup ont pointé le fait que le budget n'est pas forcément à la hauteur. Alors c'est très difficile à savoir parce qu'en réalité, on pioche dans les budgets de plusieurs ministères, donc l'addition, elle est compliquée à faire. Mais quand on regarde un pays comme l'Espagne, qui n'a pas la réputation d'être spécialement féministe, mais qui a installé un programme de 5 ans avec 1 milliard d'euros de budget consacré à la lutte contre les violences. Donc, il y a une députée européenne, par exemple, qui appelle Emmanuel Macron, s'il est réélu, parce que, bon, maintenant, il y a l'élection, à avoir plus d'ambition dans ce domaine. Alors, 52%, vous rappelez ce chiffre, c'est de la part de l'électorat. 52% de l'électorat français est féminin. Oui. Les candidats sont-ils, selon vous, on connaît les 12 candidats en lice, il y a une parité quasi parfaite en termes de candidates et candidats. C'est un peu nouveau, ça? Oui, c'est tout à fait nouveau, notamment pour le parti Les Républicains qui a nommé pour la première fois une femme candidate, bon, avec un succès qu'on verra. On verra le résultat. Valérie Pécresse. Donc, mais déjà, le fait qu'il y ait 6 candidats et 6 candidates, c'est quand même... Voilà, absolument, c'est une nouveauté. Il y a un mouvement qui s'est créé. En 2017, il y a eu 40% de femmes qui sont arrivées à l'Assemblée nationale. C'est quand même une première. On venait de très très loin. Bon, 10 ans avant, c'était 7%. Donc la progression est très importante. Et donc forcément, ça va progresser. Mais bon, après, l'idée n'est pas forcément d'imposer une femme à l'Élysée, même si ça serait pas mal qu'un jour il y en ait une. Pour briser justement ce plafond de verre. Est-ce que vous jugez que le traitement justement des candidates vis-à-vis des candidats est le même ? Est-ce qu'on a le même regard? Je vous dis ça parce que, par exemple, vous parlez de Valérie Pécresse, effectivement, sur son intonation, etc. Les gens, elle a même dit, on n'aurait pas dit ça à un homme. Oui, tout à fait. Mais ça, je pense que c'est vrai. Souvent, on critique les femmes pour ce qu'elles sont, la façon dont elles parlent, la façon dont elles s'habillent, dont elles se coiffent, etc. Alors qu'on ne le dit pas pour un homme. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et non pas sur leur programme, ce qu'elles disent, leurs déclarations. Mais est-ce qu'on a raison de souligner ça? Est-ce que les femmes ont raison de souligner qu'on dirait... on les caricature sur ce genre de... Oui, je pense que le traitement n'est pas le même, en tout cas dans un certain nombre de médias, pas partout, heureusement. Je pense qu'il y a maintenant... aussi dans les médias... 30% seulement de présence féminine, le chiffre est tombé ce matin. Oui, c'est consternant. Oui, c'est consternant. Mais il y a quand même dans les rédactions des journalistes qui sont engagés pour ce combat-là et qui tout de même ne se laissent pas aller à des considérations comme ça très sexistes. Mais l'ambiance générale reste effectivement peu favorable aux femmes. La préface est signée Christine Lagarde, première femme à être à la tête du FMI, qui a une carrière qui a été première femme au FMI, aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne. Elle avait fait une prise de parole très remarquée sur le fait que justement ce plafond de verre aujourd'hui, il faut arrêter de dire que ça va venir avec le temps. Il faut que les femmes prennent leur avenir en main. Oui. Tout à fait. Mais Christine Lagarde est effectivement un modèle, je crois, pour beaucoup de femmes. Elle a été quand même aussi première et seule ministre de l'économie avant d'aller au FMI. Et effectivement, bon, il ne faut pas attendre tout de la législation, d'un changement de pratique, etc. Il faut prendre son avenir en main, ça c'est vrai. Mais je crois que c'est arrivé en grande partie avec le mouvement MeToo, puisque... Vous dites qu'il n'est pas fini, ce mouvement? Non, il n'est pas fini, mais justement, ce qu'il y a de particulier dans ce mouvement, c'est que pour une fois, les femmes n'ont pas obtenu quelque chose d'un gouvernement ou d'un pouvoir masculin, elles ont pris la parole.
et elles vont la garder. Je pense. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ce mouvement MeToo, finalement, peut aussi être contre-productif ? Contre-productif, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut se garder effectivement de dénonciations à l'emporte-pièce ou des choses comme ça qui ne sont pas à l'honneur de certaines femmes. Mais contre-productif, non, je ne crois pas. Il faut dire les choses. Il y a tellement de choses qui étaient cachées. Que ce soit sur les lieux de travail, dans les familles, dans la société tout entière, et dans toutes les couches de la société. Il faut quand même le souligner. C'est quand même un sujet qui concerne tout le monde, de bas en haut ou de haut en bas de l'échelle sociale. Est-ce que vous auriez pu questionner des hommes ? Ça aurait été un autre livre. Ouais. Mais heureusement, il y a un certain nombre d'hommes qui s'engagent aux côtés des femmes, qui font attention aux nominations dans les entreprises ou dans le secteur public, dans l'administration. Il y en a de plus en plus. Je pense que les jeunes aussi sont peut-être plus ouverts à ça. Et donc, oui, on aurait pu dans un autre livre, on le fera peut-être un jour, mais bon, évidemment, on espère que le sujet disparaisse au bout d'un moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre aussi la personnalité de toutes ces femmes qui comptent, ces femmes inspirantes que vous avez interviewées à l'occasion donc de ce quinquennat, ce forme de bilan. Vous dites aux femmes qui nous écoutent, regardez bien les programmes des candidats avant de voter. Oui. Votre avenir est là-dedans. Les programmes et puis les déclarations. Et les déclarations, il y a des choses qui vous inquiètent dans ce que vous entendez. Oui. Comme quoi clairement. Sur la primauté masculine, le fait que les femmes doivent rester à leur place. Bon, c'est quoi rester à sa place ? Oui, c'est une vraie question. Donc il faut être attentif. Que ce discours ne se développe pas, ne soit pas une réaction peut-être aux avancées qui ont eu lieu, pas seulement pendant le quinquennat Macron, mais avant. Bien sûr, on bénéficie de pas mal d'années de progrès, de nouvelles lois. Je pense à la loi Copé-Zimmermann, qui était votée sous Nicolas Sarkozy. Donc, il faut faire attention qu'on ne soit pas comme on l'entend dans certains pays européens, en Pologne, en Hongrie, un retour à des structures plus archaïques et dont on essaye justement de se sortir. Ouais, et d'ailleurs, Christine Lagarde, dans sa préface, si je me trompe pas, dit ça serait bien que les hommes prennent plus leur congé paternité. Oui. Parce que ça permettrait de remettre, on va dire quelque part, l'église au centre du village. Mais c'est bien aussi pour l'enfant et le père. Oui, tout à fait. Bon, c'est passionnant. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Patricia Chaplotte, Anne-Marie Rocco, vous êtes nos invités ce matin. Égalité femmes-hommes, une grande cause. Et après, c'est aux éditions Erol. C'est passionnant. On découvre aussi des personnalités féminines, alors certaines très connues, d'autres un petit peu moins. Mais ça permet effectivement de faire le point avant l'élection présidentielle de cette cause aujourd'hui, en 2022, cette cause de l'égalité homme-femme, à l'occasion du bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, on va évoquer les sujets d'actualité avec nos 4 débatteurs qui vont s'installer. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à midi et avec également vos questions et commentaires 0826 300 300, également sur nos réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.